peut-être sur la partie procédé de recyclage, quand même tout ça critique. En introduction, il y aura quand même quelques informations sur ce que c'est l'autocritique et pourquoi on veut les recycler. Évidemment, il y a forcément des choses que vous aurez déjà vues, des choses un peu bien connues. Donc, vous avez mon email sur la slide. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail si vous avez des questions. Malheureusement, je ne pourrais pas rester parce que j'ai une réunion sur Paris tout à l'heure. Donc, j'aurais aimé pouvoir discuter avec vous, mais ça sera, on va dire ça. Donc voilà l'introduction. Donc comme vous le savez tous, au niveau de l'énergie primaire a un impact important sur le climat. On le voit déjà en ce moment, avec ces températures très étonnantes. Et donc aujourd'hui, l'énergie mondiale vient essentiellement du fossile. Et il y a un consensus global pour dire l'objectif étant de réduire les émissions de CO2 et atteindre le net zéro en 2050. Ça, vous connaissez bien, il n'y a pas de souci. La question, c'est comment on fait pour atteindre le net zéro. Alors au CEA, on a 5 leviers sur lesquels on travaille pour essayer d'atteindre, d'aider à atteindre cet objectif. Donc c'est des leviers de R&D. Donc les CEA, je vous ai mis les leviers CEA, qui sont un peu génériques, on va dire. Donc la première chose sur laquelle on peut travailler, c'est la production bas carbone, donc les énergies renouvelables et les nucléaires. Le deuxième point, c'est développer un système flexible et couplé à d'autres formes pour pouvoir piloter de façon intéressante pour justement limiter la déperdition d'énergie. Ensuite, évidemment, la réduction, ce qu'on appelle souvent la sobriété. Le développement d'autres carburants, donc là c'est beaucoup avec nos collègues de l'IFPEN sur les carburants de synthèse, la filière hydrogène. Et le dernier point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. C'est l'idée de développer des filières françaises et européennes pour essayer de conserver au mieux les matières premières qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Aujourd'hui, on va parler, je vais vous exposer plutôt ce point. Juste, ce que je voulais dire, c'est que l'économie circulaire, c'est important, mais tout seul, ça on y arrivera pas. Alors, pourquoi les matières stratégiques, on dit, ou les matières critiques? Alors, il y a une différence entre critique et stratégique. Je pense qu'il y a d'autres collègues qui vous présenteront ça bien mieux que moi dans la journée, donc je ne vais pas y revenir. Je voulais juste vous faire un petit focus sur les éléments d'intérêt, que vous connaissez peut-être. En fait, tous les scénarios pour la transition énergétique montrent qu'on a besoin de beaucoup de matières premières. Alors, quelles sont les matières premières vraiment très critiques, on va dire, donc, tout ce qui est trait aux batteries, la mobilité, donc le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite. Ensuite, si on regarde les panneaux solaires, j'y reviendrai ensuite. Sur les panneaux solaires, on a le silicium métallique, on a également l'argent, l'indium. Sur les éléments permanents pour les moteurs électriques, il y a toutes les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares. Et puis, évidemment, le cuivre qui est un métal stratégique. Donc, voilà un petit peu, vous avez des chiffres sur le besoin de ces métaux entre 2040 et maintenant. Alors, si on regarde où sont produites les matières premières, je pense que Christophe Poinceau, cet après-midi, vous présentera bien en détail tout ça. Et on voit clairement les matières premières, elles sont en Chine. Là, c'est la ressource, après, il faut les raffiner, on y viendra après. Et puis, vous voyez que, par exemple, en France, on a de la ferme, mais voilà, c'est tout. L'Europe est quand même assez pauvre, en tout cas, en exploitation des matières premières. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est qu'ils ne sont pas exploités. Donc on voit qu'il y a un approvisionnement des matières qui est important et qui a des enjeux stratégiques et géopolitiques. Il y a beaucoup de géopolitique là-dedans, puisque, comme on l'a vu, ça dépend de plein de pays, et notamment beaucoup la Chine. Et la demande en matières premières minérales est exponentielle, comme on peut le voir ici. Et surtout, le nombre de métaux dont on a besoin est de plus en plus grand. Et on a une extrême grande dépendance de l'Europe à la Chine. Donc comment on peut résoudre ce problème?
Le premier, c'est intensifier la production de matières premières par des investissements importants, à la fois sur la mine et le raffinage. Réaliser aussi, par exemple, c'est ce qu'est en train de faire l'État, des partenariats stratégiques avec des États comme par exemple l'Argentine, le Chili pardon, pour le lithium ou avec l'Australie pour les terres rares, le lithium ou le nickel. Améliorer l'extraction minière par des procédés plus propres et le raffinage également par des procédés qu'on peut relocaliser en Europe et en jouant sur l'impact environnemental. Évidemment, dans tous les cas, il faut une acceptation sociale. Ouvrir des mines en France, c'est pas facile. Le deuxième point qui est important et sur lequel on va insister aujourd'hui, c'est intensifier le recyclage des matières. Une fois que les matières sont sur le sol européen, l'objectif est de les garder sur le sol européen. Mais pour ça, il faut trouver des procédés, des technologies qui vont nous permettre de le recycler à des coûts compétitifs qui soient forcément moins chers que la production primaire, ou en tout cas équivalent. Sinon, on n'en fera pas. Et également avec une acceptation sociale et environnementale. Donc, on est bien obligé de maîtriser le cycle des matières. Donc l'objectif, comme je viens de vous le dire, j'espère que j'ai essayé de faire passer le message, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à quelques années, on était essentiellement en économie linéaire, c'est-à-dire qu'on a un besoin, on prend la matière dont on a besoin, on l'utilise, on fabrique, on l'utilise, et puis ça devient un déchet. Aujourd'hui, on essaie de passer de plus en plus vers une économie circulaire. Il faut dire que c'est pas encore gagné, puisque la circularité mondiale est très faible, 9%, et en plus c'est temps investi. Mais l'idée, c'est de faire circuler les matières avec d'abord relocaliser le raffinage, essayer de faire ça en local, réduire l'énergie et réutiliser, bien trier, recycler, substituer et réduire. Un petit peu les termes importants. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter plutôt vraiment la partie recyclage. Il ne faut pas oublier tout le reste. Si on ne réutilise pas, si on ne fait pas attention à réduire les matières ou la substitution, encore une fois, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà pour la partie introductive. Pourquoi on fait j'essaie de vous présenter pourquoi on travaille sur le recyclage des matières et surtout l'intérêt de ce recyclage, en ayant en mémoire que ce n'est pas le seul levier sur lequel on peut jouer pour la transition énergétique. Alors maintenant, on va devenir un petit peu plus concret, on va rentrer dans les différentes étapes des procédés de recyclage. Je vais faire un focus sur les différentes étapes pour un peu planter le décor, et ensuite j'aurai deux grands domaines, trois même d'ailleurs, un sur les batteries, un sur les éléments permanents, on a vu, et un sur les panneaux solaires. Alors j'ai focalisé sur ces trois types de recyclage, puisque c'est les matières utilisées pour l'énergie, et donc nous, officiellement, on travaille sur les énergies. Il y a un dernier point que je n'ai pas présenté, parce qu'on a parlé du recyclage des métaux, mais qui est tout aussi important, c'est le recyclage des composites, qui sont utilisés par exemple dans les éoliennes. C'est des composites polymères, fibres de carbone. On n'a pas de métaux, mais on a de la matière valorisable qui sont les fibres de carbone, et également les polymères qui sont issus du pétrole, mais qu'on pourrait recycler pour éviter de refaire des polymères. Si vous avez des questions sur ce point, évidemment, je pourrais aussi. Alors là, on va essayer d'être un petit peu concret. Donc, on a une ressource qui peut être, comme je viens de le dire, des aimants permanents. Donc, c'est des terres rares, des batteries, lithium-ion essentiellement, des panneaux solaires ou des composites, je viens de le dire. Et à la fin, on veut ça. Donc, on veut des sels métalliques, des sulfates, des carbonates, qui vont servir par exemple à refaire des batteries, mais qui peuvent aussi servir à d'autres applications, des métaux, et puis des monomères ou des polymères. Et donc pour passer de cette ressource à ce produit, il va y avoir plusieurs étapes
qui dépendent beaucoup à la fois de la ressource, mais également du produit. Les étapes qu'on va mettre en œuvre ne sont pas les mêmes selon le produit qu'on veut obtenir ou la ressource qu'on utilise. En général, on passe par 3 grandes étapes. La première, on va faire une préparation, un pré-traitement de la ressource. Alors, par exemple, on va mettre en sécurité, j'y reviendrai après. On va broyer, par exemple, les aimants, enlever les parties organiques. Souvent, malheureusement, la méthode, c'est d'incinérer, hein, donc de brûler ces parties organiques. On essaye justement de développer des technologies qui empêchent tout ça et de récupérer la partie organique. Et puis, on va faire un pré-traitement, par exemple, du tamisage ou un pré-traitement pour aider à l'étape d'après, qui est ce qu'on appelle le cœur de procédé. Ce pré-traitement est appelé tête de procédé. Si vous avez le cœur de procédé, qui va nous permettre de récupérer les métaux. Il y a 2 grandes voies. Il y a l'hydrométallurgie. Comme son nom l'indique, on travaille avec de l'eau. Enfin, voilà. Donc on va dissoudre les matières qu'on a broyées. Ensuite, on va extraire les éléments qui nous intéressent, les désextraire, je vais vous expliquer plus en détail tout à l'heure, et puis par exemple précipiter ou transformer en métaux. On a la pyrométallurgie aussi qui est utilisée, donc la pyro, là on est en température, on va travailler par exemple, on va faire de la pyrochimie, c'est-à-dire qu'on va chauffer le déchet et obtenir par exemple un métal. On peut faire aussi de l'électrométallurgie, donc c'est un petit peu la même chose, mais on fait de l'électrochimie dans les sels fondus. Et puis il y a des procédés un peu en rupture, par exemple des procédés supercritiques assistés par les microsons, par ultrasons ou micro-ondes. Et le point important qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut gérer les déchets ultimes et peut-être essayer de récupérer tout ce qu'il y a dans les déchets et avoir le minimum de déchets ultimes. Mais il y en aura toujours. Et ça, il faut pouvoir dès le démarrage d'une filière, savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets, comment on va les gérer. Alors là, c'est pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, les éléments qui nous intéressent. Donc sur les panneaux, je vous dis, hein, il y a l'argent, le cuivre, l'aluminium, silicium et le silicium. Les éléments permanents, c'est les terres rares qui nous intéressent. Les D3E, donc tout ce qui est carte électronique, l'or, le palladium. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a le gallium, le germanium aussi qui est important, puisque la Chine, récemment, au mois de juillet, a limité les exportations. Tout ce qui est électrolyse température, vous avez tous ces éléments-là. Les batteries, on a les métaux de transition, le lithium et l'aluminium, la combustible, donc platine, cobalt, natrium c'est un polymère, et puis le recyclage du plastique. Donc vous voyez qu'on a quand même une multitude de métaux et une multitude de systèmes. Alors un petit focus sur les procédés de recyclage par l'hydrométallurgie, comme je vous l'ai dit. Hein. La première étape, on va préparer le déchet. Par exemple, là vous avez une photo d'un panneau solaire qui a été délaminé par celui supercritique. Je reviendrai juste après. Ensuite, on va dissoudre les matières qui nous intéressent, qui contiennent le déchet. Et puis, on va faire la séparation, donc soit en extraction liquide. Alors, comment ça fonctionne? La solution aqueuse qui contient tous les métaux, elle va être mise en contact avec une solution organique qui va contenir un extractant. Et on va transférer le métal de la solution aqueuse vers la solution organique et ainsi le purifier. Et ensuite, on va faire l'inverse. Une fois qu'on aura notre solution organique qui contient le métal pur, on va le transférer dans une solution aqueuse. Et ensuite, on va... donc ça, c'est ce qu'on appelle l'extraction liquide. On peut faire une extraction solide-liquide ou sur support solide. C'est comme les résines pour purifier l'eau. Hein. On va faire passer la solution qui contient les métaux sur les résines qui vont venir extraire sélectivement le métal dont on veut récupérer. Une fois qu'on a fait ça, il faut, comme je vous l'ai dit, s'occuper des déchets. Hein. Donc on va recycler les solvants, ou recycler les supports. C'est-à-dire qu'on va les régénérer pour pouvoir les réutiliser. Et on va convertir les métaux qu'on a récupérés sélectivement, par exemple en poudre qui vont nous servir pour refaire des batteries, par exemple, ou en d'autres éléments, hydroxyde, carbonate, pour faire autre chose.
des catalyseurs, on peut faire aussi, il y a plein de méthodes. Alors si on regarde l'étape de dissolution, qu'est-ce que c'est? La première chose à faire, il faut choisir le milieu d'attaque. Parce que évidemment le milieu ne va pas être le même si on veut attaquer des aimants ou des cathodes de batterie. Les aimants étant métalliques par exemple, et certains éléments sont très difficiles à dissoudre, notamment ce qu'on appelle ils sont réfractaires. Alors une idée aussi, c'est de travailler avec une dissolution sélective. Ça veut dire qu'on va essayer de dissoudre uniquement le métal qu'on veut récupérer. On va essayer d'optimiser les rendements de liquidation et de dissolution. Donc on étudie, il y a pas mal de monde chez nous qui étudie les mécanismes de dissolution par des techniques de microscopie optique. Et puis on va modéliser les cinétiques de dissolution. L'idée c'est pas juste faire un modèle, hein. L'idée c'est grâce au modèle physico-chimique à la base de données dont j'en dispose à partir de tous les essais qui ont été faits. On peut avoir des modèles de génie chimique à l'échelle pilote ou industrielle. On travaille avec nos collègues d'Orano, notamment hors nucléaire, et c'est en nucléaire, pardon, pour le nucléaire, et c'est tous ces modèles-là, et cette méthodologie qu'on a adaptée pour les autres éléments. Et grâce à ça, on va pouvoir designer le réacteur et le procédé qui va bien en fonction du déchet qu'on veut dissoudre. Et donc on va par exemple adapter ou innover des nouvelles technologies dissolveurs et grâce à tous ces modèles et cette connaissance, donner à l'industriel le schéma de l'étape de dissolution optimale. Alors l'étape de purification et d'extraction liquide, je vous en ai dit deux mots, là c'est plus détaillé. Donc la première chose, très importante, c'est définir le système extractant. Donc c'est une molécule, hein, si vous avez des chimistes organiciens, par exemple ici vous avez un phosphonate qui est inventé exprès pour venir capter uniquement l'état gras. Puis on a des chimistes organiciens qui vont jouer sur la forme de la molécule, les fonctions, tout ce qui va bien, pour qu'elle soit sélective de l'élément à extraire. Ça va pas être la même molécule si on veut extraire l'état rare ou si on veut extraire le lithium. Ensuite, on va tester le procédé à l'échelle laboratoire. Donc, on va faire de l'extraction liquide-liquide. Ici, vous voyez la phase organique et la phase aqueuse qu'on met en contact. Et donc, la phase organique contient ce système extractant. On agite tout ça et on va valider que l'extractant il est bien, il a des bonnes propriétés. Une fois qu'on a validé tout ça, donc il y a pas mal d'allers-retours entre ces deux étapes, on va le faire à l'échelle pilote ou semi-pilote, ce qu'on appelle les contacteurs. Ça c'est plutôt des collègues du génie chimique qui vont designer le bon contacteur qui permette de mettre en contact le mieux possible la phase organique et la phase aqueuse. Il faut qu'il y ait le maximum de surface entre la phase organique et la phase aqueuse pour que ça fonctionne, bien évidemment. Donc il y a plusieurs types de contacteurs, on peut parler de colonnes pulsées, il y a des réacteurs décompteurs, enfin il y a toute une sorte. Donc là il y a pas mal de mélangeants décompteurs. Les extracteurs centrifuges, enfin, il y en a plusieurs. Donc en fonction du système, du système et de l'efficacité qu'on va avoir, des volumes à traiter, on va choisir l'un ou l'autre contacteur. Ensuite, on va faire des tests sur le laboratoire. Donc nous, on peut aller jusque là, côté CEA, pour valider l'ensemble de la chaîne. Et ensuite, on va caractériser et simuler et modéliser tout ce qui se passe pour ensuite pouvoir le transférer à l'échelle industrielle. Et donc j'en viens à la modélisation et à la simulation des procédés qui sont très importants, puisque ça nous permet de faire le changement d'échelle. Donc c'est une démarche dès le début, hein, il faut avoir une bonne connaissance physique de ce qui se passe, la simulation hydrodynamique et la simulation chimique. On va coupler l'hydrodynamique, l'hydropopulation, le transport de la matière. On corrèle ça avec des expériences, l'ensemble des données, toutes les méthodes numériques. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Hein. Et là, depuis quelques années, on commence à mettre de l'intelligence artificielle dans ce système-là pour aller jusqu'à l'usine numérique. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour s'amuser, faire de l'intelligence artificielle parce que c'est la mode. Hein. C'est parce que en faisant ça, on notamment avec nos collègues industriels, ça nous permet d'optimiser au mieux le pilotage de l'usine et donc de diminuer et les coûts et les déchets générés.
Voilà un petit peu sur les grandes problématiques du recyclage, enfin des procédés. Et on va passer un peu plus concret, je regarde le reste, sur les batteries. Alors les batteries, c'est un point très important puisque vous avez sûrement connaissance du fait que, avec l'idée de passer en 2035 à tout véhicule électrique en Europe, on va avoir un accroissement du besoin de batteries énorme en France et en Europe. Le marché européen du recyclage est d'ordre de 20 à 25 kilotonnes par an avec des prévisions de x10 à x30 d'ici 5 ans. Alors il y a le recyclage des batteries en fin de vie, mais aujourd'hui elles ne sont pas en fin de vie parce que c'est en train de fabriquer, mais aussi le recyclage de ce qu'on appelle les scraps des usines, donc les rebuts de fabrication. C'est un point très très important puisque les usines de fabrication de batteries, les gigafactories là, qui sont en train d'être mises en place dans le nord de la France, elles vont mettre un peu de temps elles sont en train de commencer à créer une batterie. Forcément, au démarrage, elles ont pas mal de rebuts et ces rebuts contiennent de la matière qu'il est nécessaire de récupérer. En plus, on a des directives européennes. Donc aujourd'hui, la directive européenne pour les batteries, c'est 50% de recyclage. Avec le CRM Act, l'objectif c'est 100%. Donc 100%, évidemment, on n'y arrivera pas, mais on va dire 90%. Il faut penser aussi que les batteries, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de chimie de batterie. Vous avez sûrement entendu parler NMC, LFP, donc c'est des batteries soit nickel, manganèse, cobalt, soit lithium, fer, phosphate. C'est deux grosses technologies, mais dans les NMC, qui sont les technologies plutôt européennes, les LFP étant plutôt technologies chinoises ou Tesla. Dans les NMC, on a également plusieurs types, soit nickel rich. Ensuite, voilà, non, pardon, c'est ici. Les NMC, on a plusieurs types de. Je sais pas si c'est ça. Les NMC, on a plusieurs concentrations, soit en nickel, soit en cobalt, soit en manganèse. Après, il va y avoir les générations 4, tout solide. On va encore changer de technologie et donc de métaux. Et la génération 5, donc on imagine, qui sera avec du lithium soufre. Il y a également en réflexion les batteries à base de sodium, où là le recyclage est peut-être moins important, puisqu'on aura beaucoup moins de métaux dedans. Tout ça pour vous dire que l'enjeu de recyclage de batteries, il est à la fois économique, mais aussi technologique, puisqu'on ne sait pas trop quelles sont les batteries qui seront développées d'ici 10 ans, et quels sont les éléments dont on aura besoin. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, et des scénarios, je pense que ça vous sera présenté cet après-midi. Donc, nous revenons à la partie recyclage et technologie du recyclage. Donc, comme je vous l'ai dit, on a les ressources naturelles. Donc, ça, c'est la mine. On fabrique les batteries, on les utilise. Et en fin d'utilisation, l'objectif premier, c'est de faire un vrai refurbishment, comme ils disent les Anglais. Donc, en gros, les réutiliser. Ça, c'est la première chose à faire. On ne va pas tout de suite les ouvrir. Alors, on peut les réutiliser, par exemple, les batteries de voiture, on peut les réutiliser pour des batteries stationnaires. Et c'est seulement une fois qu'on les a usées au maximum qu'on va pouvoir les recycler. Et n'oublions pas la partie recyclage, récupération des métaux et rebuts de fabrication. Alors, une batterie, qu'est-ce que c'est? On a une cellule, un module et un pack. Et donc, si on regarde tout ce qu'on peut faire sur une batterie, vous voyez, bon, j'ai essayé de mettre un peu tout ce qu'on peut faire et quelques sociétés, forcément il y en manque. En plus, ça change un peu tous les jours. Donc la première chose, il faut les collecter, les batteries. Typiquement, collecter des batteries de voiture, c'est assez simple puisque c'est les équipementiers automobiles qui savent où elles sont, on ne va pas trop les perdre. Par contre, quand on va commencer à regarder les batteries des téléphones portables, où tout le monde en a, je ne sais pas combien dans ces tiroirs, là c'est plus compliqué. Il faut les caractériser, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs chimies. Donc, quelle est la chimie dans la batterie qu'on doit faire? Et il faut les démonter. Donc là, on va voir les premières étapes avec du plastique, d'aluminium, des aciers, des câbles. Ensuite, un point très important, j'ai fait un slide exprès là-dessus, c'est la mise en sécurité. Une batterie, vous avez dû le voir, c'est dangereux, ça peut exploser. En fait, c'est une énergie très importante dans une masse très petite.
Donc cette énergie, si la batterie n'est pas déchargée, c'est une densité énergétique élevée, donc c'est dangereux. Donc, la mise en sécurité, c'est important. Il y a plusieurs méthodes, traitement thermique, broyage, voilà. Là, on va récupérer potentiellement les électrolytes et les solides. En général, ça, c'est des déchets. Bon, aujourd'hui, on les récupère. On y travaille pour trouver des solutions, mais ça n'a pas d'intérêt économique. Ensuite, on va faire un pré-traitement, donc on va surtout, on va dire, broyer, récupérer, thermiquement enlever toutes les traces d'organique. On va obtenir ce qu'on appelle la black mass, qui contient le graphite et le cuivre, l'aluminium, les plastiques et des fractions. On va avoir la black mass qui contient tout ce qu'on veut récupérer, et puis le reste, là, qui va finir en déchets. Et c'est cette black mass qui nous intéresse, puisque c'est elle qui contient l'ensemble des métaux d'intérêt. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, lithium, nickel, cobalt, 2 fois nickel, manganèse, et avec les procédés qu'on a vus, hydro ou pyro. Et ensuite, on va refabriquer des cathodes et des cellules. Alors, juste un focus sur la sécurité des batteries, c'est un point très important qu'on ne parle pas souvent, mais je pense que c'est important d'en parler. Il y a énormément d'accidents il y a de plus en plus d'accidents dans les centres de traitement des batteries, parce que comme je vous l'ai dit, c'est énergétiquement, c'est beaucoup d'énergie dans très peu densité. Et donc on va avoir quelques exemples. L'idée de ce slide, c'est pas de dire qu'il ne faut pas traiter les batteries, pas du tout, c'est de dire que l'étape initiale de l'ouverture de la batterie et du pré-traitement de la batterie est primordiale, et il faut vraiment le faire de façon correcte pour éviter ces problématiques. Donc c'est ce que j'ai appelé l'étape clé, c'est ce qu'on appelle la désactivation ou la mise en sécurité. Alors là, c'est un exemple de comment on peut le faire. C'est un des, comme c'est écrit ici, c'est un des verrous pour le recyclage des batteries lithium-ion, parce que c'est un coût. Au niveau sécurité, il faut faire tout ça en sécurité, ça a des impacts environnementaux. Donc c'est très important. Donc voilà quelques exemples de désactivation. On peut le faire sous broyage sous gaz inerte, l'eau. On peut le faire en cryogénie et en pyrométallurgie. En pyrométallurgie, c'est un peu plus simple puisqu'il suffit de chauffer. Et comme on chauffe quelque chose, même si il y a beaucoup d'énergie, ça va aider à chauffer. Mais en faisant ça, la problématique, c'est qu'on dégrade complètement les parties organiques et on n'arrive pas à récupérer de façon propre chaque élément. Donc cette étape, elle est beaucoup étudiée. Je crois que j'en parle pas plus, non pas parce qu'il n'y a pas d'autres procédés, il y en a beaucoup d'étudiés, mais voilà, il y a la propriété intellectuelle sur cette étape-là. Donc il ne faut pas trop vous en parler. L'étape d'après, c'est les procédés hydrométallurgiques. Donc une fois qu'on a notre black mass, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est ça notre black mass. Donc c'est les éléments qui nous intéressent, et puis avec des impuretés, comme l'aluminium, le cuivre, le fer. Alors qu'est-ce qu'on fait classiquement en hydrométallurgie? On va dissoudre la black mass. Donc là, l'exemple du procédé qu'on a mis au point avec un industriel. On va dissoudre ça dans l'acide sulfurique avec un oxydant pour permettre de se mettre dans les bonnes conditions de spéciation chimique des éléments qui nous intéressent. On a une première étape d'élimination des impuretés par hydrométallurgique à partir d'extractants sélectifs. Et ensuite, une deuxième étape, pas à pas, en utilisant différents extractants. Donc on en a 4, un spécifique pour la manganèse, un spécifique pour le cobalt, un pour le nickel et un pour le lithium. On va venir séparer les éléments un par un. Alors, il y a tout un schéma procédé en fonction de l'ordre dans lequel on va faire les étapes. Et on va récupérer tous les éléments donc, en phase organique, puis ensuite on les retransforme en phase aqueuse pour obtenir des précurseurs de synthèse de batteries lithium-ion, donc le sulfate de cobalt, le sulfate de nickel, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium en fonction du type de batterie qu'on veut faire.